On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Ça fait quelques années qu'il travaille pour faire la promotion de la médiation. Il vient même de sortir un livre pour aider les gens à régler leurs conflits. On reçoit dans quelques instants Jacques Lalanne. Mais d'abord, politique municipale. Il se retire de la vie politique après 3 mandats de conseiller dans le secteur Jean Talon. Il s'intéresse 80. Robert Quentin, accompagné de sa successeur, en fait, c'est ce qu'il souhaite. Il va la supporter, Emmanuelle Géhin. Nous sommes à quelques mois des élections municipales un peu partout au Québec, notamment ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous l'avez probablement vu dans l'actualité. Les équipes commencent à se former. 3 candidats à la mairie annoncés, 2 équipes en présence. Et puis aussi un départ de la vie politique. Plusieurs s'attendaient à ce que les 13 membres du Conseil actuellement sollicitent un nouveau mandat. Mais non, ce n'est pas le cas pour tous les candidats. L'actuel conseiller sortant du district numéro 12, qu'on appelle le secteur 80 Île-Sainte-Thérèse, Robert Quentin, tire sa révérence de la politique. Il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de sa successeur, représentant l'équipe FECTO dans le district numéro 12, Emmanuelle Géhin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. M. Quentin, est-ce que c'était une surprise? Est-ce que c'est une décision qui est mûrement réfléchie? À quel moment avez-vous songé à peut-être choisir l'option de ne pas se représenter? Bien, depuis environ 6 mois, je commençais à cogiter là-dessus. J'ai beaucoup d'obligations professionnelles, puis j'essaie de trouver un équilibre avec ma vie familiale. Je suis un nouveau grand-père, puis bon, ça me chicotait beaucoup, puis de plus en plus. Mais ces derniers mois, je me suis rendu compte que je ne pourrais plus donner mon 100 %. Alors, il arrive un moment donné dans la vie, tu arrives à une croisée de chemin, puis tu dois prendre une décision. Puis c'est la décision que j'ai prise. Donc, décision de ne pas solliciter de nouveau mandat. Vous êtes élu depuis 2005. C'est ça. Vous avez fait 3 mandats. Ouais. Vous étiez élu tout d'abord avec la bannière de l'Action civique, Ouais. qui n'existe plus pendant 2 mandats. Par la suite, la dernière élection, vous étiez avec Stéphane Legrand. Mm-hmm. Là, cette fois-ci, vous ne vous représentez pas. Par contre, est-ce que vous aviez le souci d'avoir vraiment un ou un successeur, une successeur pour prendre la relève? Oui, j'espérais. C'est une raison pour laquelle j'hésitais aussi, c'est que c'était difficile de trouver un candidat ou une candidate en qui je pourrais avoir confiance, qui était dynamique, puis vraiment enthousiasme. C'est pour ça que, oui, je quitte avec une certaine nostalgie, mais d'un autre côté, je suis content qu'Emmanuelle prenne la relève. Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps? On s'est croisés lorsqu'Emmanuelle faisait partie du comité d'environnement. Ça doit faire 7-8 ans. Quelques années? Il y a quelques années. Mais je veux dire, on ne se connaît pas plus que ça. Et comment les approches se sont-elles faites, Emmanuelle Géhin? Mais en fait, c'est l'équipe de M. Fecteau qui m'a approché et donc il m'a proposé de prendre la relève de M. Quentin, ce que j'ai aussi réfléchi parce qu'effectivement, on a des obligations autant personnelles que professionnelles et je voulais m'engager de façon sûre et j'ai pris ma décision d'embarquer. L'autre question, parce que je l'évoquais il y a quelques instants, vous étiez avec l'Action civique, qui était représentée à l'époque par Jean Lamoureux, vous étiez avec le parti de Stéphane Legrand. Là, vous ne sollicitez pas de nouveau mandat, vous appuyez Emmanuelle Géhin, mais de facto, vous appuyez aussi l'équipe du maire Fecteau. Oui. Pourquoi? Parce que il y a quelques membres du conseil actuel qui sont très compétents, qui ont de l'expérience. J'ai regardé les nouveaux candidats de l'équipe Fecteau, puis encore là, tu as un bassin d'excellents candidats. Puis si on regarde le travail qui a été amorcé au cours des dernières années, on commence à voir la réalisation de certains projets. Je pense qu'il est important pour la Ville de maintenir le cap et de poursuivre dans cette veine-là. Emmanuelle Géhin, pourquoi choisir l'équipe Fecteau? Bien, en fait, c'est parce qu'effectivement, c'est des gens que je connais et puis il y a une belle chimie dans l'équipe, un beau dynamisme. C'est des idées aussi qui me rejoignent. Il y a beaucoup de projets qui ont fait pour embellir la ville. On a juste à se promener dans les rues pour voir la différence de Saint-Jean il y a 4 ans à maintenant. Ça, c'est vraiment pour le mieux. Donc, c'est sûr que ça me rejoint beaucoup. Bon. En même temps, on le sait, vous êtes impliqué depuis fort longtemps dans la communauté, très impliqué aussi dans le monde de l'environnement.
Et même, vous aviez aussi tenté votre chance à une autre élection municipale, mais à quelques semaines avant l'élection, vous aviez retiré votre candidature de crainte d'avoir un certain conflit d'intérêts. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui? En fait, je me permets de vous corriger. Ouais. En fait, je m'étais retirée au mois d'août, donc ça avait quand même laissé plusieurs mois à l'équipe pour se retrouver un autre candidat, une relève. Et ce n'était pas du tout une question de conflit d'intérêts, c'est vraiment plus une charge de travail. En fait, je venais juste de prendre un nouvel emploi. On m'a donné davantage de responsabilités. Et comme je voulais, en fait, vraiment m'engager comme il faut, j'avais à choisir entre les deux. Et j'ai choisi de prendre mon emploi que je venais juste de débuter, comme je viens de dire. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'avais décidé de laisser tomber. Et là, aujourd'hui, vous travaillez dans quel domaine maintenant? Toujours le même, toujours en environnement. Ça fait 4 ans que je travaille là, un peu plus de 4 ans maintenant. Donc, je suis en pleine possession de mes dossiers. Donc, ça va beaucoup mieux que, c'est sûr que quand on démarre ou on a tout à apprendre dans l'emploi. Alors, je me sens beaucoup plus à l'aise pour prendre le défi de conseil. À quoi ressemble votre historique professionnel? Pour les gens qui vous connaissent un peu moins. Là. Mais en fait, moi, je suis d'origine française. Ça fait 22 ans que je suis au Québec maintenant. J'ai marié quelqu'un de Saint-Jean. Ouais. Et puis, j'ai travaillé en communication dans les premières années. Et puis, quand j'ai eu ma fille, mon deuxième enfant, j'ai décidé de partir à mon compte pour avoir plus de temps à accorder à ma famille. Et puis, mon entreprise a grossi. J'ai gardé cette entreprise pendant 10 ans. J'ai eu le prix Femme d'affaires du Québec. J'avais 7 employés, donc beaucoup de contraintes professionnelles aussi qui m'ont amenée à vendre cette entreprise-là par la suite. Et j'ai relevé le défi de me présenter aux élections provinciales en 2012. J'ai bien avancé, j'ai appris énormément de choses sur le terrain. J'ai vraiment aimé le travail d'équipe, le travail avec les gens sur le terrain, c'est extraordinaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, je voulais réembarquer en politique et en politique municipale, a fortiori, parce que ça nous donne une proximité avec les enjeux des citoyens, ça nous donne une proximité avec les réalisations qu'on peut faire qui est très intéressante. Pour vous, Robert Quentin, après 3 mandats, 12 ans de vie politique municipale, quel est le bilan que vous tracez? Quelles sont, disons, les quelques réalisations? Parce que parfois, il y a des projets qui sont de longue haleine, hein, qui prennent des années, voire plusieurs, même des fois plus d'un mandat pour les réaliser. Vous regardez ça avec le recul 12 ans plus tard, qu'est-ce qu'il y a sur votre liste? C'est une bonne question. Je ne regarde pas à l'arrière, je regarde toujours vers l'avant. Ça fait que là, si on regarde les différents projets qui se sont réalisés, on peut commencer par le nouveau pont neuf, le pont neuf numéro 9. Oui, à la limite de Carignan. Oui, ça fait déjà longtemps. Bien, en général, ce que je retiens de plus, c'est le contact que j'ai eu avec les citoyens, puis d'avoir été en mesure de répondre à leurs besoins. Il y a des projets un peu partout dans le quartier qui se sont réalisés. Quand on pense au boulevard Baillargeon, les améliorations qui ont été faites, la rue Riviera qui a été privatisée, tout le secteur des colibris, l'aménagement du secteur des colibris, les jeux d'eau. Je peux nommer différents projets, mais chaque petit projet a son importance relative. Le plus important, je dirais que c'est la protection des boisés, fortiers, colibris, que ce soit inséré dans le plan de conservation. Parlez-nous un peu du rôle que vous avez joué auprès de vos collègues au conseil municipal concernant le plan de conservation. Parce que quand c'est arrivé, premièrement, on n'en avait pas parlé vraiment avant l'élection, c'est arrivé comme enjeu. Il y a eu de la négociation là, qui s'est faite par rapport au terrain, ça touchait entre autres une partie de votre district. Vous avez eu quand même à convaincre vos collègues d'inclure certaines portions de boisés dans votre district. Oui, ça remonte à plus loin que le boisé fortier colibri dans l'historique du boisé Douglas où j'ai essayé de trouver une solution de compromis pour protéger une partie du boisé, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. C'est que petit à petit, je pense que c'est... j'ai énoncé mon point de vue, puis j'ai martelé à chaque fois pour... surtout pour les boisés colibris fortiers, où c'est un gros secteur
important. Si vous aviez une déception ou un regret, je ne sais pas, est-ce que le fait que la passerelle n'existe toujours pas, est-ce que ça, pour vous, c'est vraiment l'espèce de symbole de projet inachevé? Bien, écoutez, je m'arrête. Il y en a des projets, puis c'est impossible de tout réaliser. La question de la passerelle, oui, je suis déçu que ce ne soit pas encore réalisé. Mais j'ai toujours espoir. Le projet... J'en prends bonne note. Le projet progresse très lentement, pardon, mais on va y arriver. Bon. Pour vous, quand vous regardez, Emmanuel Géhin, tout ce qui s'est fait à la ville, le plan de conservation, bon, vous connaissez bien, évidemment, les enjeux environnementaux. Comment trouvez-vous que la ville se situe aujourd'hui et qu'est-ce qui reste à faire en matière d'environnement pour une municipalité comme celle-ci? Bien, en fait, c'est sûr qu'on doit continuer à essayer de préserver des espaces naturels. On regarde aussi comment on peut continuer le développement sans finalement perdre de vue la protection des milieux. Je pense qu'il y a un élément très important aussi, c'est que pour que les gens finalement prennent davantage soin de l'environnement et prennent conscience de l'importance de le protéger, c'est de renforcer ce lien du citoyen avec la nature. Donc, on a déjà discuté avec certains futurs conseillers de développer des projets qui mettraient justement plus en contact la nature avec le citoyen, donc pour se réapproprier les espaces et puis pouvoir plus en profiter pour mieux les protéger. Et quelle est votre connaissance du district numéro 12, 80 île Sainte-Thérèse? Bien, en fait, c'est des espaces où j'ai eu l'habitude de me promener, parce que c'est pas très loin de chez moi. Donc, avec les poussettes, quand mes enfants étaient petits, j'ai de la famille qui habite dans ces quartiers-là également, des amis. Donc, c'est sûr que je le connais pour m'y être promenée. Mais on a fait une visite avec M. Quentin la semaine dernière pour justement voir les projets qui s'en venaient, les choses qui ont été réalisées et puis les enjeux principaux qui sont dans le district. Donc, ça me donne une bonne idée. Et en quoi l'aide de Robert Quentin vous sera-t-elle bénéfique? C'est une aide de 12 ans. Une aide de 12 ans d'expérience, de connaissance du terrain, de proximité avec les gens qui habitent le district et puis de connaissance aussi des différents éléments qui sont améliorés encore dans le district. Bon, c'est très précieux. M. Quentin, à vous le mot de la fin. Bien, écoutez, ça a été un privilège de servir les citoyens au cours des dernières années. Puis je quitte avec des beaux souvenirs. Bon. Et une retraite pas trop... une retraite quand même assez active à venir? Retraite de la vie politique, mais assez active, oui. Assez active. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Bon Merci. été, bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du lancement d'un livre Médiation, mode d'emploi pour aider les gens à régler à l'amiable. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Médiation, mode d'emploi pour aider les gens à régler à l'amiable. C'est un livre de Jacques Lalanne
qui est Monsieur Médiation lui-même, on pourrait dire. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, oui, je suis médiateur. Ça fait quelques années quand même. Ça fait 10 ans que c'est mon occupation principale. Mais auparavant, vous aviez aussi une formation qui était connexe ou une formation qui, ultimement, allait vous amener vers la médiation. Oui, j'animais des formations, je faisais de la consultation en communication, prévention, résolution des conflits, et ça incluait la médiation. Bon. Et là, donc, 10 ans de médiation, vous êtes impliqué, vous êtes formateur, médiateur vous-même. Oui, je forme des médiateurs aussi. Oui. Et là, vous arrivez maintenant avec ce projet de livre. Est-ce que c'était un projet sur lequel vous planchiez? Est-ce qu'il y avait comme... Ça fait 10 ans que je suis là-dessus. Ça fait 10 C'est-à-dire ans, que ouais. dans les formations que je donnais, je remettais à mes participants un manuel du médiateur. Oui. Et ce manuel-là s'est étoffé avec les années, avec l'expérience, avec des nouveaux cas, des nouvelles situations, avec des questions que les participants aux formations pouvaient me poser. Et à un moment donné, au bout de 10 ans, j'ai dit, je pense que je peux publier ce manuel. Bon, à qui s'adresse ce livre? Les gens pensent que ça s'adresse aux médiateurs professionnels seulement. Mais non, parce que tout le monde fait de la médiation, ou devrait en faire, dans beaucoup de situations. Alors, je prends l'exemple le plus banal. Un parent, 2 enfants. Il y en a un qui dit l'autre. Le parent est souvent tenté d'agir comme juge, comme arbitre et de dire « laisse-le tranquille, va ailleurs », ainsi de suite. « Donne-lui ceci, toi fais cela ». Un enseignant, la même chose. Il y a un problème à l'intérieur de son équipe et puis, alors, un élève se plaint que l'autre ne lui a pas apporté. Ouais. Un patron avec son équipe de travail, alors son directeur de production, son directeur de distribution, ils sont en conflit, il est souvent porté à trancher. Et à ce moment-là, ça risque d'avoir 3 insatisfaits. Alors, on peut être médiateur, c'est-à-dire faire de la médiation dans toutes ces situations-là. Souvent, les gens confondent la médiation, notamment dans le régime familial, lorsqu'il y a séparation ou lorsqu'on va évidemment implanter un système. La médiation familiale, ça, c'est une chose. C'est une spécialité. C'est une spécialité. C'est de la médiation. Qui est souvent gérée par des avocats ou des notaires. Oh, des psychologues, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des conseillers d'orientation, des intervenants en centre jeunesse. Ça, c'est les professions qui sont Mais la médiation familiale, elle est encadrée aussi par... le ministère de la Justice. Par le ministère de la Justice. Et elle est gratuite s'il y a des enfants impliqués. Bon. C'est un domaine de la médiation. Mais il y a tout le reste. La médiation peut s'appliquer partout. Elle s'applique de plus en plus aussi dans certaines instances. Alors, si on va aux petites créances, maintenant, on dit, voulez-vous une médiation ou un arbitrage? Si quelqu'un va à la Régie du logement, même chose. Alors, il y a plusieurs instances comme ça où maintenant, il y a la médiation, sans doute parce que le nouveau Code de procédure civile dit aussi que le citoyen doit faire de la négociation, de la médiation, de l'arbitrage si nécessaire, avant de penser à recourir aux tribunaux. Est-ce qu'en bout de ligne, est-ce que ça allège les tribunaux? Parce qu'on le voit, entre autres, avec... on parle beaucoup de l'arrêt Jordan ces temps-ci, mais... On est plus dans... Mais est-ce qu'effectivement, est-ce que la médiation peut ultimement avoir un effet sur notre système de justice qui est souvent pris avec des délais Oui, mais beaucoup de gens ont des délais de 4 ans pour quelque chose, alors qu'en médiation, ils peuvent demander rendez-vous à un médiateur et obtenir un rendez-vous la semaine prochaine. Alors, du point de vue, je dirais, de l'État, ça réduit le poids des tribunaux. Mais du point de vue des citoyens eux-mêmes, ça amène beaucoup plus de satisfaction parce qu'ils participent à la décision. Ce sont eux qui décident, non le médiateur. Pourquoi on parle davantage de médiation aujourd'hui? Pourtant, la médiation, elle existe peut-être depuis la nuit des temps. Oui. Depuis qu'il y a des humains sur la Terre, il y a absolument. probablement Surtout déjà qu'il y en avait 3 et il y en a un qui était médiateur. Oui, c'est ça, le 3e. Mais pourquoi on en parle plus depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans? Pourquoi c'est davantage dans l'actualité et dans nos instances publiques? Plusieurs raisons. Une qui est très lointaine, si je peux dire, l'ONU a incité tous les pays à réviser leur système de justice et avoir des systèmes qui favorisent la paix entre les citoyens et non l'affrontement. Et alors, dans tous les pays, notamment, j'ai fait des conférences sur la médiation au Mexique, et là aussi, dans les différents États du Mexique, sont en train d'instaurer la médiation. Et les autres raisons sont des raisons aussi pratiques, si je peux dire. On a constaté avec la médiation familiale que ça avait changé radicalement
les relations entre les gens qui divorcent et surtout les relations avec leurs enfants. Alors, autrefois, c'était un procès qu'un des deux conjoints intentait à l'autre et le système en faisait des ennemis malgré eux. Et les enfants devaient prendre parti pour un de ces deux ennemis, soit à la maison ou soit parfois même au tribunal, alors que maintenant, c'est une opération de collaboration. Le médiateur n'est pas nécessairement un arbitre. Non, le médiateur n'arbitre pas. L'arbitre tranche, prend une décision, juge, dit c'est ça qu'il faut faire, vous devez le faire. Les gens s'engagent à le faire avant même d'entrer dans l'arbitrage. Tandis qu'en médiation, le médiateur s'engage à aider les gens à régler à l'amiable, à mieux se comprendre. Souvent, dans les conflits, il y a plein de malentendus. Alors, quelqu'un pensait que l'autre avait fait ça. Un exemple banal, il y en a un voisin se fait installer un système d'éclairage. Et l'autre est persuadé qu'il a installé un système d'éclairage pour l'espionner dans son salon. Alors, lui dit, mais non, j'ai installé un système d'éclairage pour, quand j'entre avec ma voiture le soir, ne pas frapper quelque chose. Mais est-ce que l'angle est bon? Alors, on va vérifier si l'angle est bon, si l'œil de la caméra regarde chez le voisin ou s'il regarde tout simplement dans l'entrée de cour. Alors, on regarde ça ensemble, le malentendu est dispersé et il n'y a plus de problème. Mais est-ce qu'en médiation, il est facile de, disons, cibler la bonne ou la mauvaise foi C'est-à-dire d'un individu? La mauvaise foi est rare, mais quelque chose qu'on pourrait appeler autrement, c'est le procès d'intention. Comme dans l'exemple que je viens de donner, il y en a un qui est persuadé que l'autre fait ça pour lui nuire, que l'autre, comme on dit, fait exprès pour l'embêter, alors que l'autre fait ça pour son bien-être personnel. Mais est-ce que quelqu'un de mauvaise foi va se prêter au jeu de la médiation? Dans notre Code de procédure civile, de nouveau, qui est en vigueur depuis 1 an et demi maintenant, ça fait partie des conditions. On doit participer de bonne foi, on doit discuter, on doit communiquer, on doit révéler tout. Alors, on pense que lorsqu'on est des adversaires, on pense à aller en procès et arriver à un moment donné avec un argument secret qui va tout bouleverser. Alors, c'est le contraire en médiation. On doit tout révéler, donner toute l'information pour qu'on parvienne à de meilleures solutions. Est-ce qu'il existe plusieurs ouvrages sur la médiation au Québec ou si vous faites partie des premiers, disons, à vulgariser la chose? Je ne suis pas le premier, mais dans les guides pratiques, sans me vanter, il n'y en a pas d'autres aussi concrets que celui-là. Alors, celui-là donne les étapes, donne même, je dirais, des phrases types employées à certains moments. Et aussi, il y a une chose importante, c'est qu'on pense que la médiation, c'est nécessairement une rencontre entre 3 personnes autour d'une même table. Mais ça peut être aussi simplement une personne qui appelle un médiateur et qui lui dit « J'ai un problème avec mon associé ». Et le médiateur dit « Expliquez-moi votre problème ». Il dit « Bon, ben nous nous sommes associés et on devait mettre chacun la moitié de l'argent, mais au début, comme moi, je n'avais pas d'argent, on a quand même signé un contrat 50-50 et maintenant, je suis prêt à mettre mon 50 000 $. Et l'autre ne veut plus maintenant. Il dit que ça va bouleverser l'équilibre. Alors, on étudie ensemble la situation et je lui dis est-ce que vous lui avez présenté la clause que vous avez déjà écrite et lui dire tout simplement écoute, Gilbert, j'aimerais tout simplement qu'on applique la clause qu'on avait dit. Je ne l'ai pas fait comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de lui dire ça tout simplement? Voici, on va regarder le contrat ensemble. Il dit, je vais essayer ça et si ça ne marche pas, je vous rappelle. Alors, on fait souvent de la consultation avec une seule personne. On fait des fois l'intermédiaire entre les deux aussi. Donc, le livre s'adresse à tout le monde? À tout le monde qui est le troisième dans un qui est le troisième dans un conflit. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire avec ce livre? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit utilisé en référence dans d'autres cellules de médiation à travers le Québec? Bien, je souhaite d'abord que ce soit un manuel pour tous ceux qui veulent devenir médiateurs, mais je souhaite aussi que tous les gens qui sont dans des postes de responsabilité, je pense par exemple à un directeur de personnel, il va avoir des médiations à faire une journée ou l'autre, entre l'équipe des vendeurs et l'équipe des livreurs, entre celui qui a pondu la publicité et celui qui doit l'exécuter, et ainsi de suite.
Et là, ce guide sera aussi disponible bientôt en France? Oui, Fides publie l'édition ici au Canada pour le français et à l'automne, édition Chronique sociale va le publier en France, Belgique, Suisse. Bon, est-ce que vous souhaitez même qu'il soit traduit? Bien sûr. Alors, je souhaite une traduction en anglais et d'habitude, quand on réussit l'anglais, ensuite, on peut parler à tous les autres pays. Mais donc, mais pour vous, c'est peut-être pas le projet d'une vie, mais disons, c'est le projet d'une décennie, là. Sûrement. C'est le résultat de 10 ans de travail. Et comment se porte maintenant ici, je disais tantôt le mot cellule, mais disons l'organisation qui gère qui gère la médiation sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu? Il y a de plus en plus de demandes et au début, on avait seulement des demandes de voisinage. Ouais. Et les gens pensent que la médiation citoyenne, c'est fait seulement pour ça. Mais actuellement, j'ai 3 ou 4 médiations en route. J'ai un frère qui n'a pas vu sa sœur depuis 15 ans suite à un conflit qu'il y avait eu dans la famille avec le père. Et il veut reprendre contact avec elle. OK. On est en train de... Ça progresse. Attacher les fils. J'ai une famille où l'héritage pose problème. Ils n'ont pas la même interprétation de ce que dit le testament. J'ai quelqu'un qui a un problème avec le curateur public et à ce moment-là, je cède d'intermédiaire entre lui et le curateur pour lui permettre de prendre les meilleures démarches possibles pour obtenir certains changements au curateur public. Nous avons combien de médiateurs sur le territoire en ce moment? Bien, on a... il y a sûrement... Je dirais qu'actuellement, on a une vingtaine de médiateurs bénévoles et une vingtaine de médiateurs professionnels. Quand même. Dans tous les domaines, la construction, le droit d'auteur, la propriété intellectuelle. Et tout et tout. Comment on appelle, les vices cachés. Oui, les vices cachés. Alors donc, si vous désirez vous initier à la médiation, mode d'emploi, pour aider les gens à régler à l'amiable, livre de Jacques Lalande. Merci beaucoup, félicitations. Merci, plaisir. Merci de l'invitation. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. N'oubliez pas que durant l'été, Fort Lennox, Fort Chambly, de même que traverser les écluses du canal de Chambly, c'est gratuit à l'occasion du 150e anniversaire du Canada. N'oubliez pas notre télébingo, c'est le dernier de la saison, dimanche prochain, 2 juillet, spécial 4 000 $. Il y a 30 dépositaires dans la région pour avoir des cartes. Allez sur tvhr9.com. À demain.